Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième atelier Vitacrea. Si vous étiez déjà avec nous ce matin, vous avez suivi deux premiers moments forts. D'abord l'inspiration avec le moment du déclic, puis la structuration du business model. Cet atelier, c'est un peu la suite logique puisqu'on va poser ce modèle sur votre terrain de jeu, c'est-à-dire votre marché. Pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, soyez les bienvenus, vous arrivez au bon moment parce qu'avant d'aller plus loin dans son projet, cette phase d'étude de marché, on va le voir, elle est assez essentielle. Moi, je vous adresse un mot rapide sur Vitacrea, donc c'est une semaine entière qui est pensée pour vous, des rencontres avec des experts, des témoignages d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, des conseils pratiques, des moments d'échange qui, on l'espère, vont vous aider à avancer pas à pas dans vos différents projets. Chaque rendez-vous, on essaye de le voir comme une opportunité pour vous, pour que vous posiez vos questions, que vous puissiez apprendre des expériences des autres et puis surtout vous inspirer de celles et ceux qui ont déjà franchi ce cap. Alors, je vous invite à vous installer tranquillement, prenez de quoi noter si vous le souhaitez, un peu à boire parce que c'est un sujet qui est passionnant. Et puis surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat de YouTube, un conseiller création d'entreprise est là pour répondre directement à vos questions, à vos interrogations. Vous pouvez aussi réagir aux propos de nos témoins. Dans cet atelier, donc je vous le disais, on va voir comment on structure une étude de marché efficace pour idéalement elle vous soit utile et puis qu'elle puisse surtout vous confronter dans votre choix d'entreprendre, même si vous démarrez avec peu de ressources. Et puis surtout, les entrepreneurs sur le plateau nous feront part de leur expérience et de leurs astuces sur le sujet. Et pour m'accompagner sur ces 3 quarts d'heure, j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnes et on va commencer tout de suite par Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Nicolas, donc Agnès Smernier, je suis conseiller création reprise d'entreprise au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Saône-Doubs et j'accompagne au quotidien des porteurs de projets et des entreprises de moins de 3 ans, alors principalement plutôt des TPE, donc commerce, service ou profession, voire même profession libérale. Eh bien, merci beaucoup Agnès. Merci Nicolas. Bienvenue, on va passer à Florent. Bonjour Florent. Bonjour, merci pour l'invitation. Moi c'est Florent Henry, je suis gérant de la société Food & Flow qui débute le 1er octobre 2025. Une société avec des cours de cuisine, un service de livraison dans la vallée de la Loue, à côté d'Ornans, donc à Vuillafan, et puis j'ai mis à disposition un distributeur alimentaire où je me bats pour proposer à des clients la bonne nourriture et puis casser un peu le mythe de ce qu'on peut trouver et puis déclencher un peu un regain d'espoir sur le bon produit français gastronomique. Eh bien, merci beaucoup. Je me tourne maintenant de ce côté du plateau. Bonjour Charles, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Charles Bourgadel, dirigeant d'une agence de communication à Dijon depuis décembre 2024. J'ai commencé tout seul, aujourd'hui on est maintenant 4 à l'agence. Mon objectif c'est d'accompagner les entreprises dans tous les aspects de leur communication, que ce soit de la stratégie, de la mise en place de communication, vraiment tous les aspects pour avoir une communication optimisée. Eh bien, merci beaucoup Charles et bienvenue. Et puis on accueille aussi Anso qui était déjà sur l'atelier précédent, mais je te propose que tu te représentes pour les gens qui nous rejoignent. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Du coup, moi c'est Anne-Sophie Bayer. Je suis donc gérante de boutique de prêt-à-porter à Quingey et Mouchard et je suis aussi créatrice donc de l'ordonnance de style. C'est un concept qui allie donc le prêt-à-porter et le conseil en images au sein de boutique. Eh bien, merci beaucoup d'être restée et d'être présente sur cet atelier. Agnès, du coup, je me tourne vers toi. On va parler études de marché là sur ce temps ensemble. Ce qui serait bien, c'est peut-être que tu nous dises ce qu'on entend par études de marché et en gros, je suis entrepreneur, comment je m'y prends. Ok. Alors l'étude de marché, effectivement, c'est souvent une étape qui est considérée comme complexe pour les porteurs de projets, parce qu'on s'imagine faire une étude de marché, c'est dire j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens humains ou les financiers, je ne sais pas comment on procède. Je vais faire peut-être appel à un cabinet privé extérieur, mais souvent, malheureusement, pour des porteurs de projets, faire appel à des cabinets extérieurs, ça nécessite un certain budget. Par contre, l'idée, c'est plutôt de rassurer les porteurs de projets pour leur dire que finalement, l'étude de marché, c'est quelque chose qui est réalisable par tous et toutes, quelle que soit la nature du projet, qu'on soit une start-up, qu'on soit un commerçant, un prestataire de service, une industrie. Alors, c'est vrai que les industries, on travaillera un petit peu différemment avec eux, mais l'idée, c'est effectivement de rassurer le porteur de projet pour leur préciser que finalement, c'est une méthodologie. On va
prendre un petit peu de temps. On va réunir un ensemble de données pour vérifier surtout que notre projet, notre idée puisse aboutir et surtout vérifier que demain, nous avons bien une clientèle potentielle pour acheter nos produits ou nos services demain. Je vais être un peu provoque, Agnès. Est-ce que je suis obligé d'en faire une? Est-ce que c'est utile de faire une étude de marché? Alors, bien sûr, c'est très utile de faire une étude de marché et beaucoup de porteurs de projets pensent aussi finalement de dire, voilà, j'ai une idée, j'ai travaillé mon modèle économique, comme on l'a vu peut-être sur l'atelier précédent par rapport aux participants qui ont pu participer à l'atelier précédent. Mais finalement, l'étude de marché, ça permet surtout de vérifier d'une part et essentiellement que demain, nous avons bien une clientèle qui est prête à acheter nos produits et nos services. Alors, on va prendre un petit peu de temps, mais c'est beaucoup de recherche finalement documentaire, Internet. Alors aujourd'hui, je pars aussi au nom de l'expert, mais c'est vrai qu'entre l'intelligence artificielle, Google ou toute autre source documentaire, on va pouvoir trouver beaucoup d'informations qui nous permettront de nous rassurer par rapport à l'existence d'une clientèle et surtout aussi connaître le fonctionnement de notre marché. Quand on envisage une reconversion, on part sur un métier nouveau que l'on ne connaît pas du tout. L'étude de marché permet surtout aussi de connaître le fonctionnement de notre marché et se dire aujourd'hui, c'est un marché que je ne connais pas, mais je veux surtout vérifier que oui, c'est un marché porteur, qui a de l'avenir et qui a encore des perspectives de développement pour un projet de création que je souhaite réaliser demain. Écoute, merci Agnès pour ces premiers propos un peu introductifs. Florent, je me tourne vers toi. Toi, cette étape d'étude de marché, comment tu l'as abordée? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps, comme l'évoquait Agnès? Oui, oui. Tu peux nous en parler? Oui, non, mais je comprends Agnès parce qu'en fait, je me suis retrouvé confronté aux besoins, vraiment la nécessité pure et dure de réaliser une étude de marché. J'ai été accompagné par la Chambre des métiers de Besançon et au début, voilà, mon projet, moi, ça fait 2 ans que je suis dessus. Je baigne dans la cuisine depuis tout petit, j'ai fait 3 écoles hôtelières et simplement, en fait, c'est vrai que quand tu dis que on a une idée, on est persuadé et la clientèle potentielle, la cible, elle va raisonner ou être attirée plus ou moins de la même manière, enfin d'une autre manière, alors qu'on croit corps et âme qu'on a la bonne solution. Moi, j'ai réalisé des sondages. J'ai réalisé des questionnaires et la questionnaire c'est une source d'informations qui est incroyable sur je sais pas mais par exemple le prix d'un cours de cuisine, les clients sont prêts à mettre plus, la fréquence d'un distributeur, pourquoi parce que là où je suis situé c'est frontalier avec la Suisse, mais à quelle heure voilà, il y a eu beaucoup voilà, les gens qui sont attirés ou pas par un distributeur, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup d'un certain produit, moi je propose un autre. Et c'est vraiment une source d'information qui est super et je sais que moi j'ai appris beaucoup de choses et heureusement que je l'ai fait. Ouais. Donc toi tu l'as fait, ça t'a pris un peu de temps, mais ça a été très utile si je synthétise tes propos. On reviendra sur comment tu t'y es pris, le questionnaire, etc. Ça m'intéresse. Charles, de ton côté, cette phase d'étude de marché, comment toi tu t'y es pris? Comment tu as fonctionné? Moi, avec l'agence, on a commencé. L'idée globale, c'était de lancer une agence de communication. À la base, j'étais parti sur une agence de communication globale. Et puis, à force de faire cette étude de marché, je pense que l'étude de marché, il faut la faire avant de lancer son projet, mais aussi tout au long de notre projet, tout au long de notre aventure entrepreneuriale, pour se tenir au courant des évolutions du marché, parce qu'un marché, c'est pas le même en décembre 2024 qu'aujourd'hui, et c'est pas le même que demain non plus. Donc j'ai fait la première phase où j'ai regardé ce que faisaient les agences de communication dites classiques, comment elles le faisaient, qu'est-ce qu'elles vendaient, comment elles le vendaient, et vraiment aller voir à quel type de client on peut s'adresser. Et puis à force de refaire cette étude de marché que je fais régulièrement, on va trouver des choses qui évoluent et on va pouvoir recentrer l'activité. Je l'ai fait sur plusieurs mois au début du lancement de l'activité. Je l'ai pas fait avant. Je l'ai fait vraiment au fur et à mesure du lancement de l'activité en testant mon offre. Okay. Et si je devais le refaire, je le ferais avant parce que ça m'a permis c'est les 3 premiers mois où j'ai pas fait de chiffre d'affaires, c'est les 3 premiers mois en fait que j'ai passé à refaire derrière des études de marché, tester mon offre, etc. Donc si je devais refaire, je le ferais avant de lancer.
plutôt que passer 3 mois à essayer des choses qui ne fonctionnent pas puisque l'étude de marché était fausse. Donc toi, convaincu également de Convaincu l'utilité de le faire l'exercice. avant, mais aussi pendant, parce que si on reste sur le même marché pendant plusieurs années, un marché, ça évolue constamment. Je prends l'exemple de mon marché. Aujourd'hui, avec les évolutions qu'on a au niveau de l'intelligence artificielle, qu'on a au niveau des types d'entreprises qui s'inscrivent ou non dans notre clientèle cible, on peut pas ne pas se tenir au courant de ce qui se passe sur le marché. Merci pour ce retour, Charles. Anso, toi, de ton côté, ce sujet du marché sur ton entreprise, comment tu t'y es pris au départ? Moi, j'ai pris des risques et je ne m'y suis pas pris du tout. Ok. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le premier atelier, je me suis installée en 2 mois. Donc, entre le moment où mon idée a émergé, c'était le 19 décembre, et le moment où j'ai ouvert ma boutique, c'était le 1er mars. Il s'est écoulé exactement 2 mois et 10 jours, avec une période de fête entre. Toutes les collections à aller chercher aussi à Paris. Donc, en fait, le dépôt des statuts, 2 mois aujourd'hui, quand je dis ça, donc je me suis installée il y a 13 ans et demi. C'est ultra rapide. Aujourd'hui, c'est quasi mission impossible d'ouvrir une société en 2 mois. Donc, c'est vrai que j'ai fait l'impasse. Et je rejoins Charles sur ce qu'il dit. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, mais il y a déjà quelques années que je m'en suis rendu compte, c'est essentiel. La veille concurrentielle en permanence, c'est essentiel. Aujourd'hui, on peut pas passer à côté. L'évolution sociétale se fait à vitesse grand V et il faut en permanence être à l'affût de tout ce qui se passe. Mais ça peut être... en fait, moi je dis, il faut être éveillé de tout. Moi je travaille, je suis dans le prêt-à-porter, j'adore la gastronomie, je vais dans les restaurants, dans les hôtels, je m'inspire de ce qui se passe, des odeurs, de la déco, de l'accueil client, de l'expérience client, de tout. Et ça, il faut être ouvert à tout en permanence, tout le temps. Quand on travaille avec le client, quand on est entrepreneur, forcément, on a des cibles en face. Il faut être à l'affût de tout ce qui peut se passer autour de nous dans des métiers complémentaires. Et c'est ça qui va aussi faire la différence et qui va faire qu'on va avoir toujours cette petite flamme d'avance, cette petite lueur, cette petite chose qu'on a en plus et qui fait que on a un temps d'avance sur ce qui se passe. Je me permets de rejoindre tes propos de l'atelier précédent, notamment pour les gens qui n'étaient pas là, ce côté de toujours remettre sur la table son modèle, du coup son marché aussi, pour faire grandir son entreprise. Pour moi, ça va de pair. Une entreprise, en fait, moi j'ai tendance à dire que... moi, c'est un peu le véhicule dans lequel je monte tous les matins, qui me fait avancer, qui me fait aussi évoluer personnellement. Et cette entreprise, elle m'a fait grandir. En 13 années, je pense que j'ai évolué grâce à mon entreprise, à mes entreprises. Et c'est aussi être force d'ouverture d'esprit, je pense que ce qui est très important quand on est entrepreneur, c'est ne pas arriver vainqueur. C'est toujours garder un petit peu d'humilité et puis se dire que finalement personne ne sait tout et toujours prendre des conseils qu'on peut écouter à droite à gauche, être ouvert à tout. Et je pense que c'est ça qui fait aussi qu'un bon entrepreneur se remet en question, c'est cette remise en question permanente qui fait qu'on arrive aussi à avancer, à innover, à être créateur, parce qu'on est des créateurs, entrepreneurs, on est des vrais créateurs. Et cette créativité-là, il faut la nourrir quotidiennement. Et je pense que c'est en étant ouvert au monde qu'on arrive à se remettre en question, à évoluer en permanence. Merci pour ce message, Anso. Agnès, je reviens vers toi. J'ai entendu veille concurrentielle, Florent nous parlait de questionnaires avec les clients. Au final, dans cette étude de marché, on étudie pas mal de choses. Qu'est-ce que toi, dans les premiers temps d'accompagnement que tu fais avec des entrepreneurs, sur quoi tu vas plutôt insister au démarrage, au départ de cette étude de marché ? Effectivement, c'est des points clés que vous avez abordés et qui restent majeurs dans l'étude de marché. Et c'est vrai dans l'étude de marché, souvent je conseille de raisonner comme un entonnoir. C'est-à-dire on a notre entonnoir et l'étude de marché au départ, c'est de se dire en haut de cet entonnoir, je vais examiner quoi ? Je vais effectivement examiner quel est déjà mon secteur d'activité. Je le connais pas ou je le connais, mais ça permettra déjà de vérifier
effectivement si ce secteur est porteur, si ce secteur est en déclin ou plutôt en maturité. Je vais également m'informer des acteurs du marché, parce que je me lance dans un marché que je ne connais pas au départ. Donc, ce marché est représenté par quel type d'acteurs? Est-ce que ce marché est représenté par forcément la grande distribution, e-commerce, les commerçants indépendants, des franchisés, des indépendants ambulants ou autres? Donc, on va s'intéresser déjà au marché global. C'est ce qu'on appelle l'étude macroéconomique. Donc, je vais récupérer des informations. Alors, bien sûr, encore une fois, plus par Internet ou presse documentaire, mais je vais récupérer des informations qui me permettra de bien connaître les tendances de mon marché, l'évolution de ces marchés, et également avoir des informations sur les données peut-être financières de ces entreprises qui sont déjà sur le terrain. Donc se dire aujourd'hui, je me lance dans le prêt-à-porter, quel est le chiffre d'affaires moyen d'un magasin de prêt-à-porter? Je me lance dans du e-commerce, quelles sont les informations que je peux récupérer aujourd'hui sur l'évolution du marché e-commerce aujourd'hui. Donc on va raisonner vraiment sur un marché global. Et au fur et à mesure, je vais passer mon entonnoir pour arriver à des données qui vont concerner mon lieu d'installation, mon implantation. Donc dans ces données qui vont se recentrer au fur et à mesure, je vais effectivement cerner mes concurrents. Vous en avez parlé en disant quels sont mes concurrents que je vais avoir en face de moi, comment ils travaillent, comment ils agissent, comment je vais surtout pouvoir me positionner par rapport à cette concurrence. Et c'est le point le plus important, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une super idée, un super projet, un super lieu d'implantation, mais si on n'a pas un point de différenciation avec nos confrères, demain, on n'arrivera pas à faire notre chiffre d'affaires. Donc l'important, c'est effectivement examiner la concurrence, et ensuite, on va arriver effectivement pour recentrer sur nos futurs clients. Et là, l'enquête, effectivement, est un très bon moyen de déterminer si notre produit ou notre service répondra bien aux attentes de nos futurs clients. Et on va leur poser, comme vous l'avez fait, un ensemble de questions qui nous permettent précisément de bâtir notre offre et d'anticiper ce démarrage d'activité que vous avez fait après, mais effectivement de préciser exactement qu'est-ce que l'on va proposer, à quel prix, quel service déclinera autour de ce produit ou de service, quel service après-vente je peux mettre en place. Donc on va le vérifier par rapport à l'étude de nos besoins du client. Et à partir de là, on va définir aussi toute notre stratégie, mais là on fera appel aussi à des experts, toute notre stratégie commerciale pour pouvoir définir de quelle façon je vais communiquer à mes clients, comment répondre au mieux à ma cible de mes clientes, à mes cibles de clients que j'aurai évaluées, et définir également notre politique tarifaire prix qui correspondra à nos produits ou à nos services. Merci Agnès, très clair. Florent, tu nous as un petit peu parlé du questionnaire, je voudrais qu'on y revienne. Comment on s'y prend pour faire ce type de questionnaire? Parce que ça doit pas être simple. Comment toi tu t'y es pris? Alors moi je m'y suis pris, il faut savoir que je me suis beaucoup entouré, parce que comme dit Anso, en fait on a une idée, et puis voilà, il faut vraiment que les personnes aux alentours déjà donnent leurs avis, et puis c'est comme ça qu'on réalise déjà un petit questionnaire à petite échelle, parce qu'on prend un peu les idées de chacun. Et puis ensuite on développe sur les événements qu'il y a pu y avoir, et puis le marché qui a différé. On développe sur la tendance. On est ouvert, on est curieux, on est créatif. Et c'est pour ça que je comprends totalement ce que tu dis. Et puis ensuite j'ai ciblé mon secteur d'activité, mon secteur vraiment où je cible mes repas, je cible mes clients, je cible aussi le tourisme qui vient dans cette vallée qui est si belle. Et puis j'ai inondé. Alors c'était des mails assez accrocheurs parce que je suis de la nouvelle génération quand même, mais je sais ce qui plaît, je sais ce qui ne plaît pas, et je suis passé par courrier beaucoup, je suis passé par email, je suis passé sur des sondages avec les réseaux sociaux. Si on peut les nommer, je sais pas. Oui, comme Facebook et Instagram, c'était vraiment bien. Et puis au fur et à mesure, j'ai vraiment donné des questionnaires à choix multiples avec même et ça je pensais pas que ça aurait été aussi bien rempli. C'était des petits pointillés sur qu'en pensez-vous, avez-vous quelque chose à ajouter, et ça c'est super précieux. Et là ça nous donne des idées. Ça nous donne beaucoup de choses, et puis j'ai eu à peu près 80% de réponses à mes questionnaires, et déjà j'ai senti le besoin, le marché avait besoin, j'ai senti la concurrence. Alors je fais partie un peu le concept Dark Kitchen qui fait que j'ai pas vraiment de concurrence dans la Vallée de la Loude, donc je suis pionnier dans l'activité.
aussi bien la livraison, aussi bien les cours, aussi bien les distributeurs de ce type. Mais voilà, ça apprend beaucoup de choses. Et puis après, on creuse un peu l'idée initiale, on garde toujours cette ligne de conduite, et puis on va s'intégrer dans quelque chose qui peut être très très lucratif, quelque chose qui peut être un gain entre le temps et puis l'effort qu'on peut avoir, le côté finance, le ratio qui va bien, et voilà, on se diversifie, ou alors on creuse un peu plus là, et voilà. Voilà comment je me suis pris. Alors, je suis curieux, du coup, tu as envoyé par courrier, tu as fait du réseau social, tu as fait du mail. Ouais. Pourquoi ce choix de plein de canaux comme ça Pour cibler, en fait, tout le monde mange. Donc pour cibler tous les CSP différents, pour cibler tous les âges différents, les sexes différents, et touristes et habitants de la vallée de la Loue. Donc tu avais segmenté avant. Tout à fait. Et tu t'étais dit, ok, là c'est plutôt courrier, là c'est plutôt réseau. Oui. Super intéressant, merci. Un grand travail, mais j'imagine, ouais. Et on reviendra peut-être. Je vais faire le tour, puis on reviendra surtout sur comment tu as analysé ça, Agnès peut-être. Combien de questionnaires transmis? Alors j'en ai eu à peu près. Oui, il y en avait 260, quelque chose comme ça. D'accord. Et j'en ai eu à peu près, un peu plus de 200, quelque chose comme ça. Mais voilà, il y en avait qui étaient remplis qu'à moitié. Bon, je les ai pas comptés, mais j'étais vraiment content du retour. Ouais. Merci Florent. Charles, du coup, tu nous as parlé un peu de tes concurrents, de la veille que tu faisais autour de ça. Du coup, par rapport à tes clients, toi, comment tu nous as expliqué que tu essaies de trouver un positionnement différent de tes concurrents, mais du coup, comment toi, tu as exploré les besoins de tes clients? Tu as fait un questionnaire, tu as travaillé autrement? J'ai lancé l'activité, puis après, j'ai testé beaucoup pendant 3 mois en faisant cette étude de marché pendant les 3 premiers mois. Et du coup, on a été tester l'offre directement sur le terrain. Il y a ce retour-là qui est important aussi, c'est le retour terrain, donc ça peut être par un questionnaire. C'est beaucoup mieux de le faire par un questionnaire que de le faire directement avec une offre préfaite. Et du coup, on a eu beaucoup de retours du terrain, de choses qui ne fonctionnaient pas, de choses qui fonctionnaient. Et en prenant un exemple concret, les grosses agences de communication pionnières du secteur à Dijon, par exemple, font beaucoup de marchés publics, beaucoup de grosses entreprises. Mais il y a peu d'agences qui se positionnent sur les créateurs d'entreprises. Avec des petits budgets, pour des petits moyens, pour un début d'entreprise, pour un début d'activité. Et du coup, grâce à cette étude de marché qu'on a pu faire, qu'on a eu grâce au retour client, puisqu'on a été voir des entrepreneurs, des indépendants, beaucoup d'indépendants, qui nous disaient ouais, mais une agence de communication c'est hors de prix, ou etc. Donc on s'est positionné au début sur cette partie-là. Des indépendants entrepreneurs qui lancent leur activité ou qui sont globalement tout seuls, avec des tarifs qui leur correspondent, une façon de fonctionner qui leur correspond aussi. La plupart des indépendants n'ont pas envie de passer 15, 20 heures par semaine à communiquer parce qu'ils ont un autre métier à côté qui est leur entreprise. Et donc on a été se positionner là-dessus en allant chercher du retour terrain. En fait, en prenant beaucoup d'informations aussi sur Internet. Nous, on trouve nos clients beaucoup grâce à Internet. C'est-à-dire qu'on va voir ce que nos clients font et on va leur proposer ce qu'on peut mettre en place par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Et en fait, dans votre étude de marché, pour aller chercher vos clients, il faut prendre votre cible et aller chercher directement ce qu'ils font, comment ils le font, quels sont potentiellement les points d'amélioration, ce qu'ils pourraient avoir besoin par rapport à votre offre ou pas. Contacter ces gens, je pense que c'est des gens, si c'est des boutiques par exemple, qui peuvent prendre 10 minutes pour vous renseigner un questionnaire ou quelque chose, mais vraiment aller confronter votre idée à vos futurs clients, ça peut être, enfin c'est une mine d'or. C'est une mine d'or puisque derrière vous allez avoir, si votre offre ne peut pas fonctionner, vous allez le savoir directement. Donc aller le confronter sur le terrain derrière, c'est primordial pour vraiment avoir ce retour au-delà de ce qu'on peut lire sur des études qui sont faites par des économistes ou quoi, c'est vraiment le retour de qui, dans ma rue, par exemple, si moi je m'adresse aux boutiques, lesquelles de boutiques dans ma rue, pas besoin d'aller faire toute la ville, hein. Si j'ai 20 boutiques dans ma rue, je vais aller faire les 20 boutiques. Si j'en ai aucun qui prend, c'est que mon offre elle est pas bonne. Donc voilà, vraiment aller sur le terrain pour parler aux clients, aller chercher les informations primordiales qu'on a besoin. Via le questionnaire, via directement les clients, en les appelant, en allant les voir.
Donc, ne pas avoir peur de sortir, d'aller présenter son projet, de se prendre des portes. Si on a un projet auquel on croit, je pense que on va prendre des portes. Forcément, on va prendre des portes parce que à part si on a la nouvelle idée révolutionnaire, le nouvel iPhone ou autre, on va prendre des portes. Tout le monde n'aura pas forcément besoin de notre produit ou de notre service. Par contre, sur 20, 30, 40 personnes que vous allez rencontrer, il y en aura peut-être 1, 2, 3 qui seront intéressés. Donc effectivement, ramener à 20, 30, 40 personnes, 1, 2, 3, ça peut paraître peu, mais c'est quand même 1, 2, 3 clients potentiels qui pourront être signés derrière. Et donc oui, aller se confronter à la réalité du terrain. De toute façon, les entrepreneurs vont y aller à un moment donné, se confronter à la réalité du terrain. Donc plus tôt ils y vont, plus tôt ils auront les bons retours et pourront éviter de faire des erreurs derrière quand ils auront leur offre prête à vendre et qui pourront aller, qui prendront moins de portes après. Écoute, merci pour ce bon conseil, Charles. Anso, toi, tu nous disais du coup que tu n'avais pas fait d'études de marché avant, mais du coup, tu y es confronté dans la boutique. Comment toi, du coup, au quotidien, tu écoutes tes clients pour voir le marché évoluer ou changer? Moi, j'entends beaucoup l'expérience client derrière ce que tu proposes à tes clientes. Comment tu fonctionnes au quotidien, du coup? C'est vrai qu'il faut être à l'écoute, il faut être attentif à ce que les clientes souhaitent. Il faut cerner le besoin de la cible, enfin de notre clientèle, cerner le besoin et puis cerner aussi des problématiques. S'il y a des problématiques, et c'est en répondant justement à cette problématique qu'on apporte une plus-value et que les clientes, qu'on soit freelance ou comme moi, boutique physique, on répond à un besoin et c'est en répondant justement à ce besoin qu'on attire les clients. Et puis, oui, je pense qu'il faut, en fait, c'est comme tu le dis, c'est qu'une question d'écoute. Il faut être attentif à ses clients. Et quand je dis attentif, écouter, c'est vraiment écouter avec bienveillance et authenticité, vraiment, pour permettre d'ajuster et de répondre à ses besoins. Merci Anso. Agnès, sur cette posture-là qui a été évoquée par Charles, par Anso, de se mettre à la place, d'écouter, quand on est en création, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à tes entrepreneurs, justement? Tu leur dis d'écouter les futurs clients, au contraire d'être un peu sur la retenue, sur les retours. Voilà. Quelle est ta vision par rapport à tout ça? Par rapport aux porteurs de projet, souvent je leur dis ne craignez pas de parler de votre projet à des personnes extérieures. Et la réponse du porteur de projet, oui, mais on va me piquer mon idée. Si j'en parle, on risque de me prendre mon idée. Oui, c'est vrai, ça existe. Mais par contre, effectivement, le fait d'aller vers des clients potentiels, qui sont pas encore clients, mais des clients potentiels, étudier la concurrence, regarder comment évolue le marché, ça permet déjà dès le départ de se dire, oui, aujourd'hui, je peux vérifier déjà que mon idée existe, que je répondrai bien aux besoins de mes clients et proposer une offre adaptée. Parce que ce qu'il faut, c'est non pas vendre X produits à des clients que l'on n'aura pas préalablement ciblés, mais effectivement vendre aujourd'hui une offre que l'on est sûr de vendre à des prix justes et qui correspondent réellement à leurs attentes. Donc c'est vrai que l'important, c'est de parler du projet et de ne pas hésiter effectivement à aller vers ses clients potentiels, à bien étudier la concurrence et encore une fois trouver la différenciation qui permettra aux porteurs de projet de récupérer au fil de l'eau, au fil des jours à venir, un bout de chiffre d'affaires et que ce chiffre d'affaires puisse grandir et faire évoluer comme vous l'avez justement fait déjà tous les deux. Merci Agnès, je reste avec toi. Je fais un peu le lien avec l'atelier précédent où Johan, qui était à ta place, Florent, lui travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise, avec des dirigeants. Et je me demandais si un questionnaire était bien adapté pour ce type de cible. Ou est-ce que tu aurais des conseils quand on travaille justement avec une cible plus de professionnels, d'entreprise? Est-ce qu'on fonctionne pareil? Est-ce que tu as des méthodes différentes? Est-ce que tu pourrais nous en parler?
en quelque sorte, hein, c'est vrai qu'on va peut-être moins parler de questionnaire, mais se dire aujourd'hui, voilà, je cible des entreprises, des administrations ou des collectivités. Ma première chose à faire, comme vous l'avez dit justement, Charles, c'est de dire aujourd'hui, je vais aller voir ces entreprises, je vais prospecter ces entreprises en me présentant comme futur entrepreneur. Mais ça nécessite au préalable d'avoir bien travaillé en amont son projet, parce qu'on ne peut pas non plus avoir une image qui soit négative sur notre future entreprise. Donc c'est bien définir, dans l'atelier précédent, c'était de bien définir son modèle économique, bien travailler en amont son étude de marché, pour aujourd'hui présenter une offre à des clients potentiels et de vérifier que demain, oui, j'ai des clients qui sont prêts à acheter mon offre. Et en parallèle, souvent, ce que je conseille aussi, c'est de profiter aussi de son réseau, mais d'élargir son réseau personnel, professionnel, en participant notamment à différents événements qui peuvent être des apéros business, qui peuvent être des rencontres, alors souvent qui peuvent être produites, mais bien sûr par les chambres de commerce et d'industrie, mais par différents partenaires, que ce soit les collectivités, que ce soit d'autres structures d'accompagnement. Donc n'hésitez pas effectivement à rencontrer des porteurs de projets, mais aussi déjà des entreprises installées, parce que parfois les meilleures idées, on ira les chercher là où elles existent déjà. C'est super intéressant. Agnès, Florent, je vois que tu veux rebondir. Et moi, j'ai attendu que mon laboratoire cuisine soit terminé. Je voulais vraiment mettre ça en vidéo pour rassurer les gens, le côté hygiène, sécurité, etc. Et à la fin, je suis allé directement aux entreprises. Alors non, il y a des grosses entreprises. Donc, je suis allé directement avec les RH ou alors les directeurs. Et puis, c'était vraiment des grosses entreprises. Donc, on a un badge, voilà. Et puis, j'ai présenté, j'ai montré les photos, j'ai présenté qui j'étais, la société Food & Flow, mes prestations, le prix, tout. Et j'ai vu en fait un besoin important à Ornans surtout, et ce que je n'avais pas forcément prévu dans le prévisionnel. Donc je suis d'accord avec toi, Charles, parce que en fait je l'ai fait vraiment à la fin, puisqu'il devait y avoir beaucoup de travaux, parce que c'est un coût, hein, un laboratoire cuisine, et c'est un temps, voilà, il y a les branchements, tout ça. Et j'ai vraiment entendu mettre cette image qu'il y avait dans ma tête parfaitement aux clients qui sont des entreprises, pour avoir vraiment, comme tu dis, une crédibilité, quelque chose de rassurant. Je sais ce que je vais faire, je suis en train d'apprendre vraiment le besoin, mais vraiment précis. Et puis c'est là que je me suis dit, oui, ça va être quand même plus important que je pensais, puisque ceux-ci aussi sont des clients, et c'est les entreprises. Donc je vais livrer les entreprises le midi, les particuliers le soir, et là je me suis dit, oui, c'est vraiment de bon augure, quoi. C'est ça. Puis le fait d'interroger, en tout cas de rencontrer des futurs clients. Parfois, on peut avoir en tant que porteur de projet une idée en disant, voilà, je vais bâtir mon projet comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, en amont, en interrogeant nos futurs clients, on se rend compte de dire, oui, tiens, il y a quelque chose qui est intéressant. Ils ont exprimé quelque chose auquel je ne pensais pas du tout. Et ça va me permettre finalement de construire une offre peut-être différente, ou d'ajouter quelque chose à une offre auquel je ne pensais pas faire dès le départ. Il y a un ruissellement, parce que cette personne parle de quelqu'un qui a déjà un statut, qui a déjà ses effectifs, qui a déjà, et puis il y a vraiment un ruissellement comme ça, et après il faut faire l'affaire parce qu'il faut être constant dans son travail, mais oui, je suis vraiment d'accord. Ça, c'est encore une information si on se rend pas sur le terrain, on peut pas le comprendre via les questionnaires, via des réseaux, via le téléphone, encore moins. Et ça, c'est très important à réaliser. Ouais. Donc, faut sortir. J'ai noté une idée à la fin que tu exprimais, du coup, de beaucoup en parler, que ça se construit, presque ça se co-construit avec les personnes que tu vises. Ça a beaucoup changé pour toi entre l'idée de départ et au moment où tu as fait plein de rencontres et questionnaires, ça a beaucoup évolué? Oui, ça a évolué, puisque mon chiffre d'affaires, en tout cas le prévisionnel, a varié quand même de plus de 30%. Et voilà, je me suis dit qu'il faut absolument que je fidélise ces potentiels 30% en plus de chiffre d'affaires, parce que puisque c'est important. L'objectif, moi, c'est d'avoir mon équipe plus tard, d'être créateur d'emplois, et puis de développer ça, et d'avoir vraiment être pionnier dans la vallée de la Loue, et je veux vraiment voilà, dur comme fer y arriver. On te le souhaite, Florent. Je reviens vers eux deux, Charles, Anso. Je reviens sur ma question sur le réseau, l'importance d'être entouré. Du coup, le fait d'aller en discuter avec d'autres chefs d'entreprise, d'autres entrepreneurs, même si on n'est pas dans le domaine d'activité, pour vous, ça a été aussi important? Clairement, j'ai été beaucoup accompagné au début par aussi des syndicats, ou syndicats d'entreprise, etc., qui accompagnent les entreprises. Le réseau
qui va être mis en place. Donc ça peut être des apéros business, ça peut être voilà, de réseaux qu'on avait déjà. On sous-estime souvent la puissance d'un réseau qu'on a déjà. Avant d'aller en chercher d'autres, on sous-estime déjà beaucoup la puissance du réseau qu'on a déjà, via d'autres activités ou autres. Mais aller confronter son projet à des chefs d'entreprise, déjà, il n'y a aucun chef d'entreprise qui va vous dire qu'il ne faut pas le faire. Aucun. Enfin, moi, j'ai rencontré aucun chef d'entreprise qui, quand vous allez vous revoir dans un apéro business, etc., qui va vous dire non mais essaye pas, ça sert à rien. Parce que tous les entrepreneurs qui sont là et autour du plateau et les autres que vous avez dans les autres ateliers vous diront que entreprendre, peu importe l'idée, il faut le faire. Donc déjà, ça rassure, ça aide. Mais on va pouvoir aller déjà trouver des futurs prospects dans le réseau. Donc trouver des prospects, soit quand on a déjà notre offre pour maintenant, soit quand on est créateur d'entreprise pour après. Et puis ça va aussi bâtir des relations commerciales avec des gens qui peuvent pas forcément être vos prospects, mais qui peuvent être aussi des sortes d'apporteurs d'affaires, des partenariats, etc. Donc non, le réseau, c'est une partie énorme de cette partie-là de l'étude de marché, c'est de savoir quelle personne, comment, quel type de réseau pourra m'apporter plus tard des clients, des opportunités, etc. Tu parlais, Nicolas, tout à l'heure des business qui s'adressent uniquement aux chefs d'entreprise. Quand on a un business qui s'adresse uniquement aux chefs d'entreprise, aller dans des réseaux comme ça, c'est primordial parce que globalement, tous nos clients y sont. Tous nos clients y sont. Donc c'est primordial pour aller confronter son offre. Et je le redis, hein, confronter son offre à la réalité du terrain, en dehors de ce qu'on peut trouver sur Internet, etc. Pour moi, il n'y a pas meilleure étude de marché que la confrontation avec le client, quoi. Alors, je fais un aparté, on va avoir un atelier sur l'IA. On est d'accord que l'IA, là, peut pas remplacer une étude terrain d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs. L'IA, ça va remplacer certains métiers à terme, pas tous. Mais vous allez pouvoir surtout vous en servir. Enfin, les gens qui ne seront pas remplacés, c'est les gens qui sauront servir de l'IA. Donc par rapport à ça, il faut s'en prendre en main quand même. Mais non, l'IA ne remplacera jamais une vraie étude de terrain. Par contre, ça peut vous aider. Ça peut vous aider pour aller chercher des informations sur quel type de réseau, si on parle du réseau, sur quel type de réseau c'est pertinent d'aller. Surtout moi dans mon métier, on me dit ouais, mais maintenant ChatGPT il fait la même chose que toi. Non. Nous on va s'en servir derrière pour aller faire de l'optimisation. Moi j'ai l'habitude de dire que ChatGPT c'est mon assistant personnel. Donc effectivement ça va nous servir pour aller trouver de l'information. Mais derrière, pour aller convertir cette information, il faut aller sur le terrain, il faut aller voir les clients. Et malgré les peurs que les gens ont du remplacement par l'IA et quoi, les gens auront toujours besoin d'un contact humain, de quelqu'un qui est spécialisé, qui connaît son métier et à qui ils peuvent avoir confiance. Et donc non, l'IA, ça remplacera jamais une étude terrain. Mais ça peut être d'une grande aide et d'un gain de temps énorme pour aller trouver comment le faire, avec qui le faire, etc. Mais derrière, il va falloir les mettre en place. On va pas aller trop dans les détails, on aura un atelier dédié à ça, mais c'était intéressant qu'on ait aussi ta vision là-dessus, parce qu'on peut entendre des entrepreneurs, comme tu le disais, qui disent bon, ChatGPT va le faire, ou une autre IA. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir ta vision. Merci Charles. Anso, du coup, sur le côté réseau, le côté s'ouvrir à l'écosystème, à d'autres chefs d'entreprise, c'est des choses que tu as fait aussi, du coup? Oui, moi je pense que quand on entreprend, c'est indissociable. Et comme tu l'as dit, Charles, en fait, c'est vrai que étendre son réseau, c'est s'ouvrir au monde, c'est aller à la prospection, c'est aussi se vendre. Et au début, c'est pas évident. C'est pitcher son concept. Et des fois, se présenter en 1 minute, c'est pas forcément simple. Et c'est vrai que à plus on est confronté à ça, à plus on gagne en confiance, à plus on gagne en crédibilité, en légitimité, parce que on est de plus en plus sûr de soi. C'est quand on est sûr de soi que du coup on va diffuser aussi une image rayonnante, qu'on va attirer des clients. Et sans ce réseau, pour moi
c'est s'enfermer dans quelque chose qui est trop restreint. Donc oui, c'est... Bon, ça rejoint en tout cas ce qui a été dit sur les 2 ateliers précédents où vous êtes tous unanimes sur le côté de sortir, d'aller parler à votre réseau et puis à d'autres réseaux pour en parler. Donc, On m'avait dit, juste pour terminer, moi j'avais fait une formation, quand j'ai fait la formation de conseillère en images à Paris en 2015, donc il y a 10 ans, la formatrice à l'époque m'avait dit ton commerce, il s'étend quand t'es pas dans ta boutique. Enfin, il commence là où tu n'es pas dans ton point de vente. Et sur le moment, je m'étais dit, mais attends, ouais, t'es bien sympa. Enfin, moi, il faut bien que je tienne ma boutique. Si je suis pas là, enfin, qui c'est qui est là? Et en fait, bah oui, ça prend tout son sens, évidemment. On commence à faire du business quand on n'est pas sur son point de vente, effectivement. Super intéressant ce que tu nous dis. Je voyais Charles qui était bien d'accord aussi. Je rebondis aussi sur la notion que vous avez de porteur de projet. Ce que tu as dit, c'est effectivement quand on sort de son point de vente qu'on va voir les gens. La notion de porteur de projet, bon, il y a le projet qui est important, mais il y a aussi le porteur. Et en fait, un entrepreneur, c'est forcément un porteur de projet, parce que s'il reste chez lui ou dans sa boutique, etc., mais il n'est pas porteur de son projet. Et du coup, si on ne porte pas son projet, le projet, il ira nulle part. Donc effectivement, alors ça peut être compliqué avec la timidité ou autre, mais cette notion de porteur de projet, elle prend tout son sens quand on va porter son projet vers des clients, des prospects, des potentiels partenaires, même vers des gens qui n'ont rien à voir avec notre cible, juste pour avoir un avis extérieur. C'est bien aussi de sortir de notre... Parce que quand on est une entreprise, on est souvent vite dans notre microcosme de notre secteur d'activité, et puis en fait, quand quelqu'un comprend pas, on comprend pas qu'il comprenne pas. Et du coup, sortir aussi de ce secteur pour aller poser des questions à des gens qui n'ont rien à voir avec le secteur, c'est aussi intéressant. Mais voilà, l'idée de porteur de projet, elle est là. Elle est aller faire du réseau, aller confronter, aller montrer son offre et aller montrer ce qu'on vend pour porter son projet. C'est vraiment la notion de porteur de projet prend tout son sens dans l'étude de marché et dans la prospection derrière. Merci pour ce relais. Je vous invite, alors si vous l'avez suivi, vous l'avez entendu, mais vous le retrouverez en replay, l'atelier du déclic à l'élan, où effectivement la posture entrepreneuriale a été pas mal évoquée et ça rejoint vraiment tes propos, Charles. Donc, je vous encourage à aller regarder si vous n'étiez pas avec nous ce matin. Je vois que l'atelier avance. On est bientôt déjà à la fin du temps. Moi, j'ai envie de vous poser une dernière question, une question que je pose vraiment à toutes les personnes qui vont venir sur le plateau de Vitacrea cette année. Là, les personnes qui nous regardent ont des projets, des idées, peut-être un peu avancées. L'idée, c'est que vous passiez à l'action. Donc moi, j'ai envie de vous demander si vous aviez un conseil, un premier pas que les personnes qui nous regardent mettent en place dès la semaine prochaine. Voilà, qu'est-ce que vous conseilleriez? Mais vraiment, on passe à l'action. Agnès. Oser déjà entreprendre, ce qui est pas toujours ce qui est un challenge parfois, effectivement, avec des obstacles. Mais je dirais, ce qui est important, c'est ne pas partir seul, être accompagné, et parler de votre projet, présenter votre projet, rencontrer des professionnels du métier, parce que souvent aussi on oublie. Encore une fois, quand on connaît pas un métier, rien ne nous interdit d'aller frapper à la porte. Alors, peut-être pas forcément d'un concurrent direct, mais de frapper effectivement à la porte d'un autre entrepreneur qui peut être sur un autre département pour simplement qu'il nous fasse part de son expérience, de son acquis, et on rejoint le réseau, les rencontres avec les différents partenaires, s'entourer des associations de commerçants quand on a la chance d'avoir une boutique avec autour des voisins, se dire aujourd'hui c'est de pouvoir échanger avec ces commerçants parce qu'on est confronté aux mêmes préoccupations au quotidien. Merci Agnès. Florent, du coup, un entrepreneur qui nous regarde, tu lui dis, allez, la semaine prochaine, c'est parti, tu essayes de faire ça. Il faut s'entourer vraiment, et puis il faut creuser, pas prétendre que l'on a ce filon et que ça va marcher. J'ai fait 11 restaurants, j'ai travaillé en France et à l'étranger et j'avais pas la prétention de tout savoir puisque dans la gastronomie on apprend tous les jours. Et je me suis entouré, je suis passé par
beaucoup d'étapes, la banque bien sûr, le comptable, un avocat, un notaire, la chambre des métiers, des chargés de développement économique avec Initiative Doux, la communauté de communes Loup-Lison, la commune de mon village qui m'a poussé. Et déjà en fait c'est tout des engrenages qui vont se faire. Et puis j'ai travaillé avec des grands chefs de cuisine et ils m'ont pris sous le réel, pas en y voyant une concurrence, pas en disant tiens moi j'y ai pas pensé. En comprenant que j'étais la nouvelle génération, qu'il y avait quelque chose à faire, et j'ai eu beaucoup de conseils. Et j'ai eu aussi, moi aussi je me suis pris des portes quand je me suis présenté en tant que futur entrepreneur à des futurs potentiels clients. Ça a été dur, mais il faut pas lâcher parce que faut y croire. Et comme tu dis Anso, voilà, on est porteur d'un projet et si on n'y croit pas à fond à 200%, voilà, on n'aboutira à rien. Il faut oser vraiment entreprendre parce que c'est vraiment entreprendre. Je pense que c'est quelque chose, c'est liberté de plus avoir le patron, un patron au-dessus de la tête, mais c'est voilà gérer aussi bien sa vie qui est vraiment corrélée avec sa vie professionnelle et voilà, oser s'entourer. Merci Florent. Charles, un conseil peut-être. Si j'avais un conseil, c'est faites-vous confiance. Vous allez avoir beaucoup d'embûches dans un parcours d'entrepreneur. Ça va pas forcément être simple. Entourez-vous et faites-vous confiance. Parce que, comme Anso l'a dit, voilà, on prend confiance en soi donc, lancez-vous, et vous verrez après, au fur et à mesure, vous serez pas le maître tout de suite, le grand chef, dans un hôtel, restaurant 5 étoiles quand vous sortez de votre CAP, pâtisserie ou quoi. Lancez-vous et faites-vous confiance. Prenez du temps, surtout. Vouloir aller plus vite que son marché ou qu'une évolution ou quoi. Prenez du temps, testez, allez vous confronter à la réalité. Vous allez prendre des portes. Mais si vous êtes préparé à prendre des portes, si vous êtes entouré pour prendre ces portes, vous allez prendre la porte, vous allez ressortir, vous allez surtout en tirer un enseignement. Donc lancez-vous, allez prendre des portes, ça juste vous apprendrez. Et puis voilà. C'est déjà un très bon conseil, Charles. Merci. Voilà. Et complet. Anso, alors je te mets pas la pression, ça peut être le même que l'atelier précédent, mais tu as le droit de nous trouver un autre conseil. Non, j'allais donner autre chose, plus en lien avec l'atelier. Moi, j'aurais tendance à dire challengez-vous, c'est-à-dire soit voilà, semaine prochaine vous allez dans un groupe d'un café business prendre un café, vous faites un petit pitch, ou si c'est trop important pour vous, faites un pitch devant vos enfants, votre mari, votre femme, parce que c'est un sacré exercice. Pour l'avoir fait, c'est déjà un très très bon exercice, ou même devant un miroir. Mais voilà, moi un petit challenge que j'ai pour vous la semaine prochaine, c'est faites un pitch d'1 minute sur votre projet, votre concept, votre cible, à quel besoin je réponds, et puis vous me l'envoyez et puis Ah, intéressant. Donc dans le chat, vous avez challenge pris, la semaine prochaine vous pitchez soit devant vous pitchez devant quelqu'un de votre famille ou devant votre miroir. C'est une superbe action. Merci beaucoup. On va clôturer du coup cet atelier. Merci à tous les quatre pour vos partages. Merci à vous pour votre attention et puis les échanges dans le chat YouTube. Donc voilà, on vient de voir qu'un marché c'est pas une simple intuition. Faut l'explorer, le travailler, comprendre ses clients, observer ses concurrents, repérer des tendances. Des réflexes qui font toute la différence. Vous l'avez entendu de la part de nos 4 intervenants. Voilà, moi ce que j'ai envie de retenir, c'est que déjà un marché, ça s'écoute. Allez parler à vos clients plutôt que d'imaginer leurs besoins. Votre marché, il s'observe. Les concurrents, c'est pas forcément des ennemis. Vous l'avez un peu entendu, c'est des sources d'apprentissage. Et puis là aussi, on l'a entendu, un marché, ça évolue. Donc les tendances changent. Votre projet, il doit rester mobile pour suivre le mouvement. Et voilà, moi j'ai envie de vous dire peut-être que le premier pas concret que vous pourriez faire dans le cadre de Vitacrea, c'est venir nous voir jeudi sur l'un de nos 8 sites en Bourgogne-Franche-Comté pour rencontrer d'autres entrepreneurs, des experts de l'entrepreneuriat. Ce sera une bonne occasion de pitcher, de présenter votre projet, votre étude de marché pour qu'on vous donne des bons conseils et puis que vous ayez des retours d'expérience aussi. Donc
On vous met dans le chat toutes les informations pour le jeudi. Moi, je vais vous proposer de faire une courte pause. On se retrouve pour le dernier atelier de la matinée. Voilà, surtout que le sujet va être important. Donc merci encore pour votre présence, votre attention, et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.